Moi, j'ai envie de commencer. J'ai envie que vous nous racontiez cette anecdote inouïe qui ouvre votre livre, qui raconte l'histoire depuis le Club Med jusqu'à Oh Baby. Je voudrais que vous nous racontiez l'histoire de ce jour où vous êtes convoqué, globalement, pour vous faire débarquer. Cette histoire est totalement hallucinante, mais elle reflète formidablement votre état d'esprit et ce qui se passe après. Vous voulez vraiment commencer par des mauvais souvenirs ? Au moins comme ça, c'est fini. On oublie. Écoutez, moi j'ai fait toute ma vie, toute ma carrière au club. Je suis né dans le club. Moi je suis de 46. Le club est né en 50. Donc Gilbert avec Gérard Blitz ont fondé le club. Et donc Gilbert nous parlait du club matin, midi et soir. Puis j'ai été géo, j'ai été chef de village. J'ai fait un parcours. Bon, et puis un jour, je suis convoqué chez un des actionnaires du club. Et cet actionnaire, c'est le représentant de la famille Agnelli, me signale que voilà, il se sépare de moi, voilà, et que je suis viré, que je suis un incompétent, que je sais pas compter, que j'ai trahi le marché, et que donc on arrête, et voilà, et c'est comme ça que s'arrête l'histoire. Ça dure 15 minutes. C'est assez froid, c'est assez mécanique. Chirurgical. Ouais, voilà. Et puis je sors, je titube. J'appelle mon père, je lui explique, et puis voilà, on a essayé de se battre. On a compris que le truc était ficelé et très très bien réglé, honnêtement, redoutablement bien réglé, voilà. Et aujourd'hui, quand je regarde ça avec du recul, je me dis que c'est peut-être la chance de ma vie, parce que au club, quoi que je fasse, bien ou pas bien, j'étais le fils de Gilbert. Et que l'aventure du Mama et le fait d'avoir été viré du club et de tenter autre chose, d'abord m'a appris ce que c'était que la modestie et l'humilité, si j'en avais besoin. Et puis en plus, ça m'a permis de rebondir avec mes fils et de démarrer une autre aventure. Alors justement, c'est ça qui est très impressionnant, pas seulement dans votre parcours, mais dans celui de la famille Trigano. On a l'impression qu'il y a un gène entrepreneurial que vous avez, parce que vous le racontez vous-même formidablement, ça n'a pas été simple pour vous de monter l'aventure Mama Shelter. Parce que quand on se fait virer, on va voir un banquier pour avoir des prêts et il ne vous considère même plus. Oui, mais ça, enfin, malheureusement, je pense que d'autres personnes l'ont vécu. En France, à la différence des États-Unis, aux États-Unis, quand vous êtes viré, on considère que c'est bien que vous allez apprendre de vos erreurs. En France, c'est vrai qu'on est plutôt marqué au fer rouge et que tous les banquiers qui passaient leur temps à me supplier de prendre leur fric pour financer les villages du club, le jour où je les rappelle en disant voilà, on monte une nouvelle aventure, un hôtel dans le 20e arrondissement, d'abord, la plupart me prennent pas au téléphone, donc ça règle déjà une partie des choses. Et ceux qui me prennent au téléphone me font comprendre que c'est pas sérieux, qu'il n'y a rien à faire et que je ferais mieux de remettre mon paréo et d'aller sur les plages de la Méditerranée faire le guignol. Voilà, donc ça a été assez violent, assez long, jusqu'au jour où on a trouvé les caisses d'épargne qui ont accepté de financer le projet. Alors, comment naît cette histoire, cette aventure Mama Shelter, qui est quand même à un contrepoint total des Club Med. Vous avez emmené le monde entier, enfin les Français, et puis ensuite une grande partie du monde à l'autre bout du monde, justement. Et là, vous faites, avec Mama Shelter, l'entrée dans la ville, et pas dans l'endroit le plus facile, puisque vous l'avez dit, le premier Mama Shelter, c'était dans le 20e, à une époque où c'était pratiquement une zone de non-droit. En quelque sorte, oui. Écoutez, d'abord, on a essayé, pour être tout à fait honnête avec vous, quand on a quitté le club, de rebâtir un resort. On avait travaillé sur un projet au Maroc, dans la région de Marrakech. Et puis, il se fait que les autorités marocaines n'ont pas respecté leurs engagements, que ça s'est mal passé, qu'ils m'ont dégagé, là aussi. Et voilà. Et puis, un soir, je me trouve à dîner avec un gars qui est devenu un copain, qui travaillait, Cyril Aouizerat, qui était un urbaniste. Et on se met à parler, à rêver de qu'est-ce qu'on peut faire. Lui voulait quitter le monde de l'immobilier. Moi, je cherchais désespérément à tenter une nouvelle aventure. Et on se dit qu'il y a peut-être un truc à faire dans l'hôtellerie de ville. Et si vous voulez, le cheminement qu'on a eu, c'est de se dire, le XXe siècle, en fait, ça a été pour le tourisme des plages. Et si le XXIe siècle, c'était le tourisme des villes, parce que les villes se réinventent, que les maires des villes en France font un travail formidable.
un peu partout. Je ne parlerai pas de la ville dans laquelle on vit, mais un peu partout font un travail formidable. Et donc, on se dit qu'il y a peut-être chose à faire, parce qu'à l'époque, l'hôtellerie de ville, c'est les grands hôtels normés. Et je prenais un malin plaisir à me moquer d'Accor, mais depuis qu'Accor nous a racheté, j'ai pas le droit de dire du mal. Mais enfin, c'était des hôtels un peu classiques. C'était une hôtellerie familiale qui s'était pas réinventée. Et on se dit, ben, si on essayait de réinventer une hôtellerie de ville, en jouant sur une carte importante qui était la restauration. Et c'est vrai que jusqu'à là, la plupart des hôteliers considèrent que la restauration, c'était un mal nécessaire. On faisait le petit déjeuner, mais le reste, c'était plutôt une source de perte et donc ça offrait pas d'intérêt. Et nous, on s'est dit, essayons de travailler là-dessus et d'ouvrir nos hôtels et nos restaurants sur la ville dans laquelle on est, sur les populations du quartier et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'est née l'idée du Mama Shelter. Shelter, c'est cette notion d'abri. Mama, c'est la maman, la femme qu'on aime le plus au monde, c'est notre maman. Et c'est comme ça qu'est née cette idée. Faisons ce pari d'ouvrir nos hôtels avec une forte restauration. La chance qu'on a eue, que j'ai eue, c'est de travailler avec une équipe, mes deux fils qui ont apporté la modernité, et puis un chef de cuisine formidable qui, hélas, nous a quittés, qui est Alain Sanderins, qui est le seul chef qu'on a consulté, on en a consulté une douzaine, qui a accepté le pari de jouer avec nous et qui nous a permis de créer une restauration qui a fait en partie le succès du Mama Shelter. Parce que il y a des gens qui s'en souviennent quand même des débuts du Mama Shelter dans le 20e. Ça a été quasi instantanément un succès absolument hallucinant. On a vu quand même le tout Paris, germano-pratin, Paris du 16e, du centre de Paris, de ce qu'on appelle le Paris-Centre aujourd'hui, qui s'est exporté dans le 20e, comme s'ils partaient au zoo un peu. Oui, ils mettaient leur GPS. Hein, fallait trouver. Hein. Ils parlaient dans une zone africaine. Quoi. Voilà. Et comme en plus, il y avait les travaux du tramway sur la porte de Bagnolet, donc les gens mettaient 3/4 d'heure, 1 heure pour arriver. Quand ils arrivaient, on avait déjà donné leur table. Donc on se faisait insulter par des gens qui disaient « on a mis 1 heure pour venir, on n'a plus notre table ». Enfin, ça a été... Et c'est vrai qu'il y a eu... Mais vous en parliez tout à l'heure d'Instagram et autres. Ce qui a fait le succès, enfin, dans nos métiers, il faut qu'on raconte une histoire. C'est pas à vous que je vais raconter ça. Les journalistes ont besoin qu'on raconte une histoire. Bon. Et l'histoire du Mama, elle était incroyable parce que bon, la famille Trigano, on l'avait quittée à l'époque des Bronzés. On la retrouve en ville, associée à Philippe Stark, qui est un génie absolu, dans un coin de Paris complètement paumé. Enfin, le parking dans lequel on a fait le Mama, c'était un lieu de perdition, de prostitution, de vente de drogue. Enfin voilà. Mais nous, on voulait un quartier populaire, donc c'est pour ça qu'on avait choisi le 20e arrondissement. Et c'est vrai que le buzz s'est créé instantanément et qu'on a eu effectivement beaucoup de monde dès le départ. Et d'ailleurs, beaucoup de gens qui ne savaient même pas qu'il y avait un hôtel au-dessus. C'est-à-dire, ils venaient pour le restaurant, pour l'ambiance, et puis après, l'hôtel a fonctionné. Et c'est vrai que vous êtes arrivé quand même à la quadrature du cercle de tout hôtelier rêve de faire, c'est que vous avez réussi dans quasi tous les mamas à avoir une restauration qui rapportait plus, qui était plus rentable que l'hôtellerie. Plus rentable, non, mais qui est très rentable. Et on fait 60% du chiffre d'affaires avec la restauration. Alors, c'est pas moi qui vais expliquer à l'auditoire que les marges sont moins fortes en restauration qu'en hébergement. Mais comme il y a de gros volumes, on s'y retrouve bien. Si on prend l'exemple de la rue de Bagnolet, il y a une petite histoire que j'aime raconter. La caisse d'épargne nous dit OK, on fait le projet, mais on va quand même valider ça avec un cabinet qui va auditer votre business plan. Bon. Et donc la personne dont je tairai le nom, qui fait le business plan, vient me voir la veille de le remettre à la caisse d'épargne. Il me dit, Monsieur Trigano, je suis désolé, je vais remettre demain mon rapport. Votre restaurant ne marchera jamais. Là où vous êtes situé, là où est le restaurant, je vous conseille de rester fermé le dimanche, lundi, mardi, mercredi. Ouvrez peut-être jeudi, vendredi, et au mieux, vous ferez 40 couverts. Et on a fait, et on fait pratiquement depuis l'ouverture 700 couverts du dimanche au dimanche d'après, tous les jours de la semaine. Comme quoi, les consultants, faut les prendre avec du recul et des pincettes. Mama Shelter, aujourd'hui, c'est combien d'établissements ? Il y a combien de mamas aujourd'hui ? Aujourd'hui, il y a 17 mamas dans le monde. Il y en a une dizaine en France. Il y en a 7 donc à l'étranger. Il y en a une dizaine en construction. Mama va ouvrir l'année prochaine à Nice, à Dubaï.
On devrait signer cette semaine Casablanca, Tunis, Abidjan, Singapour. On a signé Medellín et on travaille sur un gros projet de développement aux États-Unis. J'allais dire, c'est une revanche extraordinaire. C'est surtout un exemple de la réussite française, parce que même Accor, quoi qu'il en soit, est un groupe français, et vous avez démontré d'abord qu'on peut rebondir quand on est dans une entreprise, quand on est entrepreneur, et surtout il y a quelque chose. Je le disais, le gène héréditaire de l'entreprise, vous avez aussi transmis à vos fils. Vous travaillez en symbiose totale, comme votre père a travaillé avec vous, vous travaillez avec vos fils, et vous continuez l'aventure aujourd'hui avec un projet qui est plus qu'en gestation, qui est en train d'aboutir, et dont on va parler, qui s'appelle Au Baby. Là, c'est l'étape de plus, c'est la réflexion de plus sur la transition, ce que doit être l'hôtellerie avec la période de transition dans laquelle on est. Alors, juste d'abord 2 mots sur le travail en famille. Dans nos métiers, hôtellerie, restauration, les belles réussites sont des réussites familiales. C'est parce que voilà, c'est des métiers. Non, mais c'est vrai quoi. C'est quand on prend si on prend l'hôtellerie, les grandes chaînes hôtelières, les Oberoi en Inde, les Pritzker aux États-Unis, les Marriott aux États-Unis, et à des niveaux plus simples en France et autres, c'est des réussites familiales parce que c'est des métiers dans lesquels on s'arrête jamais de travailler. Et donc, si l'autre, la femme ou l'homme ou les enfants sont pas dans le jeu, ben, c'est un peu compliqué à vivre. Donc, et puis, il y a une relation de confiance qui se crée et donc, c'est formidable. Alors, nous, ce qu'on va essayer de faire avec Au Baby, bah, c'est un peu dans le thème d'aujourd'hui de la transition. Le premier enjeu d'Au Baby, c'est que le produit soit le plus écologico-friendly possible. Bon. Mon sentiment, alors on essaye de faire la construction en bois. C'est plus facile à dire qu'à faire. Donc ça sera un mélange de bois et de béton bas carbone. Le registre, c'est plutôt de l'hôtellerie abordable, donc on est plutôt sur les terres de Libby Style, du Citizen M, du Moxie, des prix à 100, 110, 120 euros. L'idée, c'est que la chambre soit belle et sexy, et là-dessus, Philippe Stark a dessiné un truc formidable. On va garantir à nos clients de bien dormir. Trop souvent, quand on est à l'hôtel, on entend le bruit de la personne d'en haut qui prend sa douche ou qui va aux toilettes. Là, on va essayer d'avoir une isolation phonique totale et complète. Et puis, on essaye de repenser la restauration avec l'idée qu'on a de plus en plus de mal à trouver des équipes qui acceptent de travailler avec nous dans les hôtels et les restaurants, et donc une restauration qui demandera moins de personnel, qui sera importante, elle sera moins festive qu'au Mama Shelter, mais avec moins de personnel. Et l'idée, c'est de s'implanter à la périphérie des grandes villes. Et moi, je crois beaucoup à l'épanouissement des villes moyennes. Je pense qu'on va connaître dans les années qui viennent une évolution dans nos métiers. Vous parliez tout à l'heure de monsieur Jean Covici qui nous dit qu'il faut plus prendre l'avion. Bon, je le trouve un peu sévère, mais c'est vrai qu'il y a un peu de ça. Voilà. Alors, j'espère qu'on aura le droit de faire, que nos enfants auront le droit de faire plus que 4 avions, 4 vols dans leur vie. Mais je pense qu'on prendra de plus en plus le train. Je pense que le train va devenir un moyen de plus en plus important. Il est en train de se réinventer. Voilà. Et qu'on va redécouvrir la France, en tout cas pour nous ici dans ce pays-là, et qu'il y a des villes formidables à redécouvrir. Et donc c'est surtout sur ces villes dites moyennes qu'on va développer le concept d'Au Baby. Parce que vous êtes resté un farouche je ne veux pas dire partisan, mais un farouche adepte du concept de voyage. Le droit à voyager, indépendamment même de prendre l'avion ou pas, il faut continuer à aller découvrir, à s'ouvrir aux autres, que ce soit aux autres villes, aux autres cultures, parce que la rencontre, c'est ce qui fait l'intérêt et le sel de la vie. C'est ce qui a fait la beauté et la richesse du club à son époque. C'était la rencontre, c'était d'aller vers d'autres gens, d'autres cultures, d'autres religions, d'autres couleurs de peau. Alors ça avait un côté un peu utopique, mais en tout cas ça a formidablement bien marché pendant toutes ces années. Voilà, je pense pas qu'on puisse se refermer sur nous-mêmes. Je pense qu'il faut aller vers les autres. Et c'est vrai que le voyage, nos métiers du tourisme, nos métiers de l'hôtellerie, de la restauration sont des métiers formidables. C'est à la fois des écoles de vie. Nombreux, c'est les gens qui ont travaillé quelques saisons au club et qu'on retrouve un peu partout dans tous les métiers, parce qu'on apprend le contact, on
apprend à respecter les autres, on apprend d'autres cultures, d'autres cuisines, d'autres façons de vivre qui nous aident dans notre vie. Voilà. Donc oui, je suis un ardent partisan du voyage au sens noble du terme. Et au Baby, vous comptez vous avez un projet qui est très ambitieux, avant même de commencer, hein, pratiquement. Ça donne quoi? On est en train de signer les premiers contrats. On espère signer les premiers contrats d'ici la fin de l'année. On a la chance qu'à la différence du lancement de Mama Shelter où j'ai un peu ramé, là, il y a un fonds qui a mis à notre disposition une somme importante d'argent pour développer les 15 premiers. Et donc maintenant, on s'attaque aux joyeusetés de l'administration française de trouver des sites et d'obtenir les permis et d'essayer de les développer. Voilà. Mais c'est la partie plutôt sympathique et intéressante. Oui, c'est plus facile que. Bon, on va le dire. Vous avez un fonds qui vous a débloqué 220 millions d'euros pour les 15 premiers. C'est pas un secret puisque c'était dans toute la presse. C'était important pour vous de développer quelque chose. Vous l'avez dit, d'éco-friendly, mais c'est quand même un défi considérable parce que vous l'avez dit, c'est pas simple de faire des constructions en bois, il y a vraiment des freins aujourd'hui à ce concept de construction. Oui, c'est un peu compliqué. Je veux dire, la construction en bois, elle est magnifique sur le papier. Quand on discute avec les pompiers, ils en veulent pas ou ils veulent le recouvrir de béton. Donc ça fout en l'air une grosse partie du projet et de l'intelligence du projet. Voilà. Donc c'est entre le rêve d'un produit écologico-friendly. L'idée au début, c'était des constructions modulaires qu'on va faire, mais dans certains sites. Mais voilà, entre le rêve et la réalité, il y a le pragmatisme et il y a les choses. En plus, aujourd'hui, c'est vrai qu'il se passe une crise, entre autres dans l'immobilier de bureau. Donc il y a des milliers de mètres carrés de bureaux qui sont disponibles. Donc on est en train de voir si on peut adapter au Baby sur un certain nombre d'immeubles de bureaux. Voilà, il faut savoir s'adapter à la donne qui change en permanence. Et c'est quelque chose dans lequel vous êtes investi parce qu'aussi vous considérez que le luxe est peut-être un peu sur la fin. Non, le luxe, il a encore de belles. J'entends dans l'hôtellerie, en masse, il faut retourner, être plus proche des gens et des attentes des. Aujourd'hui, les chambres de luxe, elles sont à 1 500 € la nuit, aux périodes qui ne sont pas les périodes fortes, et vous pouvez arriver à 2 500 €. Voilà. Donc ça touche une toute minorité. C'est sur 5 villes françaises. Voilà, ça touche une petite minorité, ça fait des beaux articles dans les magazines et des belles pages, mais ça touche un tout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est une population plus large, plus importante, des gens qui font attention à leur argent, qui peuvent dépenser 100, 110, 120 € la nuit, 15, 20, 25 € le déjeuner, 35, 40 € le dîner. Donc voilà, moi, je suis plus intéressé à ça que par l'hôtel. Enfin, on fera peut-être un jour un hôtel de luxe, mais pour l'instant, c'est pas la priorité. Et on est au cœur, en fait, de ce dont on va parler ensuite, à savoir la mobilité et puis l'énergie. Au Baby, c'est aussi un concept où vous allez maîtriser tous ces coûts qui ont eu tendance à exploser ces derniers temps. Ça fait aussi partie de votre problématique. Ça fait partie des sujets sur lesquels on travaille. On a une équipe qui travaille d'arrache-pied là-dessus pour essayer peut-être le moins mauvais possible. Voilà, on va pas dire qu'on sera parfait. On fera des erreurs, on fera des maladresses. Il y aura toujours quelqu'un pour nous critiquer, mais au moins on va essayer de faire. Au moins on va tenter des choses. On fera des erreurs, on fera des bêtises, mais on essaiera de faire avancer un peu notre métier. Et puis c'est ça qui nous passionne, c'est de tenter des aventures nouvelles. Alors, vous parliez tout à l'heure d'Alain Sandras, qui était un chef de génie, qui vous a largement conseillé, qui a été le seul à tenter l'aventure Mama Shelter. Vous êtes en train d'essayer, alors je sais, vous m'aviez dit il y a quelques semaines, peut-être je vais annoncer quelque chose, c'est pas encore fait, mais c'est exactement la même chose. Vous êtes en train d'essayer de créer le même concept vertueux autour de la restauration d'Au Baby. Vous dites 40 €, ça va être grosso modo, vous avez quoi dans la tête? C'est quoi le rêve de la restauration Au Baby que vous avez posé sur le papier?
Le rêve, c'est d'imaginer une restauration qui demandera moins de personnel. Un Mama Shelter, on a 70 à 80 personnes entre la cuisine et le service. Bon, sur Au Baby, on sera 15, 20 personnes. Donc il faut imaginer une construction différente. L'idée, ça serait peut-être d'imaginer un chef qui va dessiner la carte, préparer des plats en amont, faire sur place des cuisines d'assemblage, en faisant en même temps une sélection des meilleurs plats des cuisiniers locaux. Voilà, pour que les gens qui vont séjourner dans Au Baby aient à la fois la carte de ce grand restaurateur, on espère encore une fois signer bientôt, avec quelques plats de locaux voilà, qu'on pourrait servir dans les Au Baby, qu'on réchauffera sur le Au Baby. Donc, clairement, vous assumez le concept de cuisine d'assemblage. Ça peut faire hurler. Mais ce choix de cuisine d'assemblage, c'est pour le prix, c'est pour rester dans une fourchette. C'est un choix. Dans l'hôtellerie économique, honnêtement, la restauration est pas géniale. Hein. On va pas se faire de cinéma. Il y a bien sûr quelques exceptions près. Il y a quelques ibis en France où on mange très bien, mais enfin, c'est pas la règle du jeu. Voilà. Donc l'idée, c'est d'assurer partout une bonne restauration. Et ça, notre idée. Et d'ailleurs, vous parliez d'Alain Sanderens. Moi, j'oublierai jamais ce qu'Alain Sanderens m'a dit il y a 10-15 ans. Il m'a dit dans quelques années, je sais plus, c'était 15 ou 20 ans, il y aura plus de cuisiniers dans les cuisines. Il faudra qu'on réfléchisse différemment. Bien sûr, c'est un excès. Bien sûr, il y aura encore des grands cuisiniers. Bien sûr, on aura plaisir d'aller dans des restaurants où la cuisine est faite sur place, mais il y aura des évolutions et on va essayer de s'installer dans cette transition et cette évolution. C'est un. J'allais dire, j'ai presque envie de vous demander, vous êtes aussi en train de réfléchir au coup d'après, Au Baby, ou pas encore? Parce qu'on a quand même un peu l'impression, enfin, c'est l'impression que j'ai eue en lisant votre livre et puis en discutant avec vous pour préparer cet entretien. Vous êtes en permanence, c'est ça aussi l'esprit d'entreprise. Et si c'est pas vous, est-ce que vos fils sont déjà en train de réfléchir au coup d'après? Moi, j'ai jamais oublié ce que m'a dit mon père un jour. Gilbert avait tenté de lancer les croisières au Club Méditerranée dans les années 60. Bon, c'était beaucoup trop tôt. On a failli en mourir. Enfin, il a failli déjà être viré. Moi, c'est moi qui ai été viré après, mais lui, il avait déjà failli être viré. Et moi, ce que j'ai retenu de ce qu'il m'avait dit, c'est il faut qu'on soit toujours un peu en avance, mais un quart d'heure d'avance. Pas trop d'avance, parce que si on a trop d'avance, ça marche pas. Voilà. Donc, on essaye d'avoir le petit quart d'heure d'avance, parce que c'est ça qui est intéressant. Alors oui, on essaye de voir et d'évoluer. On parle beaucoup de l'intelligence artificielle, de voir comment elle va nous aider. Moi, par exemple, je suis formidablement optimiste par rapport à l'intelligence artificielle, parce que je crois qu'elle va, nous aider à être meilleurs dans notre métier de tous les jours, pour personnaliser, pour mieux gérer les choses. 2, nos métiers ne pourront pas être remplacés par l'intelligence artificielle. Donc, il y a des tas de métiers qui vont disparaître. Pour des jeunes qui cherchent un métier, l'hôtellerie, la restauration ne sera jamais remplacée par l'intelligence artificielle. On améliorera nos systèmes et tout. Et 3, si on vit demain dans un monde qui est géré par l'intelligence artificielle et qui est devenu totalement mécanisé, plus que jamais, nos clients auront besoin d'un peu de tendresse, d'un peu d'amour, d'un peu de bonheur que nous, les hôteliers et les restaurateurs, on leur donnera. Donc, je suis profondément optimiste par rapport à ça. Je vous confirme que l'intelligence artificielle, moi, m'a déjà tué. Hein. Je fais partie justement des gens qui seront jetés avec l'eau du bain de l'intelligence artificielle. Mais les restaurateurs, les hôteliers et tous les métiers de bouche ça ne va pas se fabriquer par des machines. Quand vous regardez en arrière, justement, sur le club aujourd'hui, vous avez quelle vision? Ça vous intéresse encore ou vous regardez ça de très très loin parce que le club aujourd'hui est très très loin? Moi, j'ai décidé de plus jamais reparler du club. Je n'ai plus jamais remis les pieds. Le club vit sa vie, elle est différente de celle qu'on avait conçue à l'époque et de ce que Gilbert et Gérard avaient voulu faire. C'est une autre histoire. J'espère qu'ils vont marcher, mais c'est plus mon histoire. Et je porte aucun jugement sur ce qu'ils font. Et c'est peut-être ça la formidable leçon que vous pouvez donner à beaucoup, beaucoup de gens. C'est savoir d'où on vient, mais toujours regarder en avant, parce que la seule chose, et vous me l'avez encore dit il y a 2 minutes, la seule chose qui compte, c'est regarder devant, c'est l'avenir, et il faut toujours être optimiste.
Oui, bien sûr. Encore une fois, bon, j'ai bien sûr été très malheureux quand l'histoire du club s'est terminée. J'en parle aujourd'hui en rigolant et en souriant, mais bien sûr, j'en ai été très très malheureux. Bon, voilà. Mais et là aussi, c'est encore une fois, c'est mon père qui m'a dit bon, ben, voyons ce qu'on va faire demain, quoi. Essayons de faire autre chose. Donc j'ai tiré un trait. Cette histoire était une magnifique histoire. L'aventure du club dans les années 50, 70, 80 était fabuleuse. Aujourd'hui, c'est autre chose. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que je ferai demain avec mes filles. J'ai pas envie de prendre la retraite. J'ai chance d'avoir un métier qui me passionne et de continuer aussi longtemps qu'ils voudront de moi à leur côté. Il y a une question qui vient d'arriver là sur. Je vous rappelle, avec le QR code, vous pouvez poser des questions. Ça arrive sur ma tablette. Comment vous faites pour... Alors là, je pense que c'est Mama Shelter, parce que vous n'en êtes pas encore à l'opération recrutement dans Léo Baby. Face au problème du recrutement dans l'hôtellerie, dans la restauration, est-ce que vous avez une recette, vous, pour avoir réussi à monter des équipes qui soient à la fois sympathiques, compétentes, attachées à l'entreprise dans les Mama Shelter? On a fait au Mama comme on a fait à l'époque du club. On recrutait les équipes sur les attitudes et les comportements, bonjour Monsieur le Ministre, sur les attitudes et les comportements des garçons et des filles. Voilà, Monsieur le Ministre est installé. Bonjour Monsieur le Ministre. Voilà, donc on a essayé de recruter sur leurs attitudes, leurs comportements. Et comme le Mama est une petite boîte en croissance, la promotion interne est importante dans nos métiers. Voilà. Et donc, on accueille aujourd'hui des garçons et des filles qui vont évoluer avec le temps. Et c'est ça, à mon avis, qui les motive à rejoindre le Mama. Et vous n'avez, en fait, le fait d'avoir marqué, parce qu'on en parlait aussi tout à l'heure avec Jérôme Fourquet, le fait d'avoir créé une légende immédiatement autour du Mama a fait que on est venu. Les gens vos employés étaient fiers de venir travailler pour vous. Oui, on a créé un sentiment d'appartenance assez fort. On a fait un casting très différent. On a embauché le chef concierge du Plaza Athénée. On a embauché des gars et des filles qui venaient du club, qui venaient de chez Disney. Mes fils, bien sûr, qui ont pris les choses en main. Et c'est ce mélange de culture, de génération qui a fait le succès du Mama. Et on leur a raconté l'histoire, on les a fait rêver. Et puis le rêve s'est concrétisé. Aujourd'hui, pour OBaby, vous comptez rééditer le même schéma où vous allez jouer avec les réseaux sociaux, avec le storytelling qui va devenir indispensable pour créer une marque forte et une histoire forte autour d'une marque. Et comme vous le disiez tout à l'heure à propos d'Instagram et autres, on est dans des métiers où c'est les clients qui racontent l'histoire. Moi, je crois pas beaucoup au classement par étoile. Je crois à ce que les gens se disent les uns les autres par les réseaux sociaux et autres. On a créé le Mama sans dépenser 1 euro en achat d'espace. Voilà. Simplement, encore une fois, en racontant l'histoire par les réseaux sociaux, par Instagram, enfin ce que mes fils ont mis en place. Voilà. Et c'est comme ça que ça passe aujourd'hui. Aujourd'hui, on est dans des métiers où c'est les clients qui racontent l'histoire. C'est les clients qui disent c'est bon, c'est pas bon. Faut y aller, faut pas y aller. Et c'est comme ça que le bouche à oreille s'est fait autour du Mama Shelter. Et on espère qu'il se fera autour de l'OBaby demain. Il n'y a pas de raison que ça se passe autrement. Écoutez, moi je trouve que le parcours de la famille Trigano, votre parcours m'a toujours impressionné. Je trouve que vous êtes un exemple extrêmement vertueux pour toute une profession, parce que c'est ne jamais lâcher, toujours entreprendre, toujours aller plus loin, être optimiste et surtout s'attacher à une qualité et à faire en sorte que la qualité française rayonne partout dans le monde, parce que vous l'avez dit, Mama Shelter aujourd'hui, c'est en train d'essaimer, c'est un véritable un tsunami hôtelier qui est en train de déferler sur le monde, et je trouve que c'est un exemple de la réussite à la française qui est absolument remarquable. Merci. Mais vous savez, quand on a été viré d'une des plus belles entreprises touristiques mondiales, ça vous apprend l'humilité et ça vous apprend à vous remettre en cause. Oui, voilà. Mais c'est pas simple, n'empêche. Merci infiniment, Serge Trigano, pour ce moment partagé et ce bel exemple.